Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez-nous et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Plongeons-nous dans l'histoire. La résidence Clément se trouvait dans l'un des quartiers les plus calmes de Guarimpa, à Abuja. C'était un élégant duplex qui respirait la richesse et le bon goût. Mais entre ses murs, Ruth Clément vivait une réalité qui contrastait fortement avec le calme extérieur. Âgée de 27 ans, elle parlait doucement, était gracieuse et profondément ancrée dans les valeurs chrétiennes. Orpheline à 18 ans, elle avait grandi sous la protection stricte de sa tante, Mama Gloria, qui avait arrangé son mariage avec David Clément, le fils de sa défunte meilleure amie, comme une prétendue bénédiction. Mais ce mariage n'était pas né de l'amour. Il était né d'une vieille promesse, d'un accord sur lequel Ruth n'avait pas eu son mot à dire. David, récemment rentré du Royaume-Uni et en pleine ascension professionnelle, avait résisté à l'idée d'épouser une jeune fille du pays qu'il n'avait pas choisie. Mais le testament de son défunt père stipulait cette union comme condition pour hériter des actions clés de l'entreprise familiale. Il accepta donc, mais sans conviction. Dès que Ruth a emménagé dans la maison en tant qu'épouse de David, la température entre eux est restée négative. David lui adressait rarement la parole, sauf nécessité, et lorsqu'il le faisait, c'était d'un ton sec qui la faisait se sentir plus comme une invitée indésirable que comme une épouse. Il ne partageait jamais de repas avec elle, ne lui demandait jamais comment elle allait et ne la touchait certainement jamais avec affection. La chambre principale, bien que vaste et luxueusement meublée, était séparée émotionnellement par un mur invisible. Ruth essayait tout. Se lever tôt pour préparer son petit déjeuner, laisser des mots attentionnés, s'habiller comme elle espérait qu'il l'aimerait. Elle s'inscrivait à des cours de gestion ménagère, essayait de nouvelles recettes et priait même pour lui chaque jour, persuadée qu'un jour ses sacrifices adouciraient son cœur. Mais David avait déjà construit des forteresses émotionnelles auxquelles elle ne pouvait accéder. Il rentrait tard, s'enfermait dans le bureau ou disparaissait le week-end sans donner d'explication. Il la laissait dans une maison pleine de beauté, mais dénuée de chaleur. Les voisins souriaient souvent et hochaient la tête lorsqu'ils les voyaient ensemble à l'église ou lors de réunions familiales, pensant que leur union était bénie. Mais Ruth portait la douleur du rejet sous chaque couverture et chaque vêtement qu'elle portait. Ses tentatives d'engager la conversation se heurtaient au silence ou à des rejets passifs. Le soir où elle lui annonçait sa grossesse, espérant que cela susciterait un peu d'enthousiasme, il la regardait d'un air absent et a murmuré. « J'espère que l'enfant ne sera pas un fardeau aussi lourd que ce mariage. » Ruth n'avait pas de voix pour répondre. Elle a simplement tenu son ventre qui grossissait et s'est éloignée, clignant des yeux pour retenir ses larmes. À cet instant, elle comprit que ce n'était pas seulement une saison froide, mais le climat de son mariage. Pourtant, elle resta, non par peur, mais avec la conviction profonde que l'amour pouvait germer là où il n'avait pas encore été planté. Qu'un jour, il la verrait, la comprendrait, la désirerait. Mais David Clément n'avait aucune intention de ce genre. Son cœur appartenait à un autre endroit, ou peut-être ne lui avait-il jamais appartenu. Le soleil de l'après-midi perçait les vitres de l'hôpital public surpeuplé tandis que Ruth était allongée sur l'étroit lit d'accouchement, serrant les draps d'une main et son ventre de l'autre. Les cris des autres femmes en travail emplissaient le couloir, mêlés à l'odeur âcre des antiseptiques et de la sueur. Aucun mari ne faisait les 100 pas dans la salle d'attente, aucun membre de la famille ne soutenait l'accouchement, juste Ruth, seule et essoufflée par une nouvelle vague de contractions qui la déchirait. L'infirmière, dissimulant à peine sa frustration face au manque de personnel, la pressa de pousser. Elle s'y est attelée, les larmes aux yeux, des larmes non seulement de douleur, mais aussi de la douleur de l'abandon. Au dernier instant, alors que le premier cri de sa fille résonnait dans la pièce, Ruth pleura plus fort, non pas de triomphe, mais de chagrin. Il n'y avait pas de David pour couper le cordon, pas de père fier pour l'embrasser sur le front. Seule l'infirmière, fatiguée mais gentille, avait posé le petit nouveau-né sur sa poitrine et murmuré. « Elle est belle. »« Comment s'appelle-t-elle » murmura Ruth d'une voix rauque en caressant la joue fragile du nourrisson. « Elle s'appelle Déborah. » Ce nom était dans son cœur depuis qu'elle était enceinte de 5 mois, un nom qui signifiait « être » en hébreu. Mais pour elle, il était synonyme de force, de résilience, de vie qui surmontait le chagrin. Tandis que Ruth tenait sa fille dans ses bras et la berçait doucement, de l'autre côté de la ville, David trinquait avec 2 de ses associés dans un bar sur le toit de Metama. La fête n'avait rien à voir avec la naissance de son enfant, c'était l'anniversaire de Sharon.
La femme qu'il adorait ouvertement, celle qui lui faisait rire aux lèvres et enflammait ses nuits. Sharon portait une robe rouge en soie et était confortablement installée sur les genoux de David tandis qu'il lui versait un autre verre, inconscient du fait que Ruth était en travail depuis des heures. Lorsque son téléphone vibra, un message de l'infirmière de l'hôpital annonça que sa femme avait accouché d'une petite fille. L'état de la mère et de l'enfant était stable. Il ricana et rangea le téléphone dans sa veste. « C'est fait, murmura-t-il. Je peux enfin passer à autre chose. » Ruth a passé 3 jours à l'hôpital pour se rétablir. Ses factures ont été payées grâce à l'argent emprunté à une association caritative, car David n'était jamais venu. Elle a quitté l'hôpital avec Déborah enveloppée dans une fine couverture, blottie contre elle, tandis qu'elle embarquait à bord d'un kiki Nepeb bondé pour Guarenpa. Il n'y a pas eu de fête de bienvenue. Pas de crèche pour accueillir le bébé. Que du silence. En arrivant chez eux, elle trouva David dans la voiture. Il ne leva même pas les yeux quand Ruth passa avec le bébé. « Ne t'attends pas à ce que je joue les papas, dit-il d'un ton neutre en changeant de chaîne. Ruth marqua une pause, le fixant du regard, espérant qu'il changerait d'avis en voyant le visage de l'enfant. Mais il ne regarda jamais. Cette nuit-là, alors qu'elle allaitait Déborah seule dans la chambre d'amis, Ruth comprit que l'existence de sa fille ne suffirait jamais à faire fondre la glace dans le cœur de David Clément. La salle de conférence de l'hôtel Lagos Continental bourdonnait de luxe et de pouvoir. Hommes en costume sur mesure et femmes en robe de créateur occupaient le vaste espace, coupe de champagne à la main, tandis que les conversations allaient bon train sur les secteurs d'activité. Pétrole, banque, technologie et immobilier. David Clément se tenait au centre de l'attention, étoile montante du secteur financier technologique, connu pour son esprit vif et sa langue encore plus acérée. Il avait été invité comme conférencier invité sur les stratégies de risque d'investissement, un rôle qui nourrissait son ego plus que sa motivation. Alors que la table ronde touchait à sa fin et que la foule se tournait vers le réseautage, son regard croisa une femme de l'autre côté de la salle, grande, imposante, à la peau foncée et aux courbes harmonieuses qui se fondaient harmonieusement dans une robe bleu marine moulante. Son assurance n'était pas tapageuse, mais impossible à ignorer. Tandis que les autres riaient pour se faire remarquer, elle ne jeta qu'un seul coup d'œil en direction de David, suffisamment longtemps pour accrocher son attention comme un crochet à la poitrine. Son nom, apprendrait-il plus tard, était Sharon Hidoko. Sharon avait une présence qui réduisait au silence les salles. Responsable marketing dans une grande agence de relations publiques de l'île Victoria, elle était connue pour faire craquer les hommes tout en gardant juste assez de distance pour garder le contrôle. Quand David l'aborda ce soir-là, ses habituelles répliques suffisantes ne firent pas l'unanimité. Sharon n'était pas impressionnée par les titres ou le statut, mais par la domination. Et l'arrogance de David l'amusait. Ils partagèrent vin et rire dans un coin du balcon, ses mains glissant comme de la soie sur la vitre tandis qu'elle parlait d'ambition et d'héritage. Elle ne lui demanda rien sur son mariage, et il ne lui en proposa pas. Pour David, c'était le début de quelque chose d'électrisant, enfin, quelqu'un qui suivait son rythme, quelqu'un qui ne sentait ni le sacrifice ni la soumission comme Ruth, quelqu'un qui connaissait sa valeur et exigeait l'admiration, pas la pitié. Avant la fin de la soirée, il lui avait glissé sa clé d'hôtel, et Sharon la prit avec un sourire narquois qui confirmait la suite. Leur liaison ne s'était pas épanouie dans le secret. Elle avait jailli comme une flamme sur des feuilles sèches. En moins d'un mois, Sharon se présentait au bureau de David sous couvert de visites professionnelles, livrant des repas coûteux pendant les pauses déjeuner et exhibant des flacons de parfum de marque qu'il avait laissés à son nom. Ruth le remarquait, bien sûr, mais David n'avait plus aucun souci de discrétion. Il rentrait de plus en plus tard, parfois avec le rouge à lèvres de Sharon tachant encore son col. Le week-end, il disparaissait complètement, prétextant des voyages d'affaires qui n'existaient pas. En réalité, lui et Sharon exploraient des complexes hôteliers, des restaurants et son nouveau petit appartement à Lekki Phase 1, payé avec l'argent qu'il aurait dû économiser pour sa famille. Même ses collègues commençaient à murmurer à quel point il était devenu effronté, à quel point il était froid envers sa femme, à quel point il paraissait épris de cette nouvelle femme. Mais David s'en fichait. Dans son esprit, Ruth était une relique d'une vie qu'il n'avait jamais désirée. Sharon, en revanche, était l'avenir qu'il revendiquait désormais à bras ouverts, sans complexe. La maison de Guarimpa, autrefois symbole de promesse et de renouveau, était devenue une cage vide. Les lustres autrefois brillants restaient souvent éteints,
David cessant de recharger le compteur électrique, affirmant que Ruth et Déborah étaient un gaspillage d'énergie, au sens propre comme au figuré. Le réfrigérateur bourdonnait chaque semaine, les rares jours où il y avait du courant, mais il ne contenait rien d'autre qu'une boîte de céréales pour bébé à moitié vide et un flacon de paracétamol que Ruth rationnait soigneusement. Déborah, alors âgée d'1 an et demi, était devenue pâle à cause d'infections répétées et d'une mauvaise alimentation. Elle pleurait souvent de faim, et chaque fois que Ruth essayait de la calmer avec des chansons douces, son cœur se brisait un peu plus. David refusait de donner de l'argent pour la nourriture, déclarant froidement « Tu voulais l'enfant. Tu l'as nourri. » Elle a contacté sa famille, mais ils l'ont ignorée ou lui ont dit d'être patiente. C'est un homme. Il finira par changer d'avis. Lorsque Sharon commença à visiter la maison ouvertement, les dernières traces de dignité de Ruth furent érodées. Elle ne frappa pas. Elle ne lui adressa pas la parole. Elle entra simplement, ses talons claquant sur le carrelage, comme si elle était la maîtresse des lieux. Elle apporta ses propres vins et encas, qu'elle dégusta sous le regard curieux de Déborah sans en laisser une miette. Certains jours, Sharon se prélassait dans le salon, vêtue des chemises de David, et consultait son téléphone pendant que Ruth balayait ou faisait la lessive. Quand Ruth entendit Sharon se plaindre de l'odeur rance de pauvreté qui flottait dans les couloirs, elle faisait allusion à la couche de Déborah que Ruth avait été obligée de réutiliser. David rit. Il rit fort. Elle est juste jalouse, dit-il en sirotant une bière à côté de Sharon, regardant des dessins animés pendant que sa fille toussait de façon incontrôlable dans la pièce voisine. Ruth avait envie de crier, mais aucun son ne pouvait rivaliser avec la cruauté dont elle était témoin quotidiennement. La nuit, Ruth enveloppait Déborah dans de vieux vêtements pour la tenir chaud lorsque le froid envahissait la maison obscure. Elle avait vendu ses bijoux, ses parures de vêtements, et même son alliance, pour acheter de la nourriture pour bébé et des antibiotiques à la pharmacie du coin. Pourtant, ce n'était jamais suffisant. La maison ne lui ressemblait plus. Sharon gardait désormais ses chaussures près de la porte, ses affaires de toilette dans la salle de bain, et avait même un jour laissé un sac de voyage dans la chambre principale. David commença à y installer ses vêtements de façon plus permanente. Un matin, Ruth entra et trouva Sharon assise devant sa coiffeuse, se mettant du rouge à lèvres et riant d'elle-même dans le miroir. « Si seulement les miroirs pouvaient parler, » murmura-t-elle. « Ils te demanderaient pourquoi tu es encore là. » Ruth ne dit rien. Elle prit Déborah dans ses bras, embrassa son front chaud et quitta la pièce. Elle n'avait ni argent, ni pouvoir, ni paix. Mais elle avait toujours son enfant. Pour Ruth, c'était une raison suffisante pour continuer à respirer. Pour l'instant, la première fois que Sharon entra dans la maison avec une grosse valise, Ruth pensa que ce serait une visite de courte durée. Sharon avait souri gentiment, avait dit à Ruth qu'elle voulait aider à la maison puisque David était trop occupé et avait affirmé s'inquiéter de l'épuisement de Ruth. Ruth, déjà épuisée par les nuits blanches et les factures impayées, s'était accrochée à l'idée que quelqu'un, n'importe qui, pourrait être disposé à l'aider, même si cette aide venait de la femme même qui avait conquis le cœur de son mari. Mais la valise ne partit jamais. Les jours passèrent, puis les semaines. Les vêtements de Sharon remplissaient l'armoire. Ses parfums persistaient sur les rideaux. Sa nourriture occupait le garde-manger. Et bientôt, déclara-t-elle ouvertement. « Je reste ici maintenant. David pense que c'est mieux ainsi. Tu as clairement besoin d'être guidé. » Ruth était trop abasourdie pour protester. Sa foi silencieuse lui avait appris l'endurance, mais cette intrusion lui semblait un sacrilège. Pourtant, Sharon s'installait confortablement dans chaque recoin de la maison, recevant ses amis au salon, réorganisant les meubles et s'emparant de la cuisine comme si elle y avait toujours vécu. Il ne fallut pas longtemps avant qu'elle ne donne à Ruth des instructions quotidiennes, formulées comme des suggestions, mais teintées de mépris. « Lève la serpillière avant 10 heures, » disait-elle. « Lave les draps de ma chambre et, cette fois, n'oublie pas de bien frotter le sol des toilettes. » Ruth obéit sans un mot. Elle avait supplié David d'intervenir, mais il n'avait répondu que par un petit rire moqueur. « Si tu dois vivre sous mon toit sans payer de loyer, tu as intérêt à mériter ta vie, » dit-il, les bras nonchalamment enroulés autour des épaules de Sharon. Déborah, maintenant âgée de 2 ans, regardait tranquillement sa mère travailler comme une domestique chez elle, ses petites mains tirant sur le pagne de Ruth comme pour lui demander en silence pourquoi tout allait si mal. L'humiliation atteignit son paroxysme un après-midi où Sharon, sirotant du zobo dans le salon, appela Ruth dans le salon tandis que David, assis en face, consultait son téléphone avec un sourire narquois. «
Tu as oublié quelque chose en époussetant, dit Sharon en désignant un coin de la table centrale. Tes yeux sont-ils aussi inutiles que ta bouche? Ruth se mordit la lèvre et se mit à genoux pour nettoyer la table. David ne leva même pas les yeux. Quand Ruth eut terminé et se leva pour partir, Sharon lui jeta un linge mouillé dans le dos. Tu as oublié ça aussi, dit-elle d'un ton moqueur. David éclata de rire. Tu es trop douce avec elle, dit-il à Sharon en sirotant son verre. Peut-être que si tu cries assez fort, elle entendra enfin quelque chose d'utile. Cette nuit-là, Ruth s'agenouilla dans le noir, priant non pas pour un miracle, mais pour avoir la force, non pas pour se battre, mais pour survivre. Car dans cette maison, sa douleur était devenue un divertissement, et ceux qui l'infligeaient ne portaient plus de masque. La journée commença comme toutes les autres. Ruth nouait les sandales usées de Déborah et plaçait le peu qu'elle trouvait, un biscuit sec, dans le cartable en polyéthylène de sa fille. Déborah était faible, le regard terne et distant, mais elle força un sourire tandis que Ruth l'embrassait sur le front et murmurait « Sois forte pour maman. » « D'accord. » La petite de 3 ans hocha doucement la tête, même si son corps criait déjà à l'aide. Elle n'avait pas mangé un vrai repas depuis des jours. Le dernier paquet de céréales avait été fini la semaine précédente, et Ruth ne pouvait désormais lui offrir que des crackers cassés et un peu de peps. Ruth la raccompagna jusqu'à l'école communale avant de se dépêcher de retourner exécuter les ordres matinaux de Sharon. Passer la serpillière dans le couloir, laver la couette, récurer les casseroles. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, David était dans une salle de conférence, un bras autour des épaules de Sharon, riant de son argumentaire marketing tout en faisant semblant de ne pas avoir remarqué les 32 appels manqués de Ruth la veille. C'était juste avant la pause de midi. Déborah s'était levée pour réciter son alphabet lorsque ses genoux ont cédé sous elle. Elle s'effondra sur le sol carrelé, tremblante et essoufflée. Son institutrice, Mademoiselle Anne, se précipita à ses côtés, horrifiée par la légèreté de la jeune fille dans ses bras. Son uniforme pendait librement, comme du tissu sur un manche à balai. Elle appela sa mère, hurla-t-elle tandis que Déborah se précipitait vers le portail de l'école. Ruth, trempée de sueur après avoir écuré les toilettes, laissa tout tomber à l'appel de la directrice. Elle traversa 2 rues en courant, pieds nus, et trouva Déborah inconsciente sur le lit de l'infirmerie, ses petites mains tremblant légèrement. « Il faut l'emmener dans un vrai hôpital », insista l'infirmière. Ruth n'hésita pas. Elle prit Déborah dans ses bras et fit signe à un kikinapep de l'emmener à l'hôpital privé le plus proche. Elle savait que les hôpitaux publics pouvaient attendre des heures. Elle n'avait pas ce temps. À Daily Healthcare, le médecin a jeté un coup d'œil à Déborah et a ordonné son admission en urgence. Mais à la réception, l'infirmière interrompit Ruth d'un ton ferme. « Madame, nous avons besoin d'un acompte de 75 000 Naira avant de procéder au traitement complet. C'est la politique. » Ruth se figea. Elle ouvrit son sac à main, contenant à peine 500 Naira. « S'il vous plaît, murmura-t-elle. Elle est en train de mourir. Common sense. Je trouverai un moyen. » L'infirmière secoua la tête. « On va la mettre sous oxygène, mais pas d'examen ni de médicaments avant le paiement. » Déborah était alitée sur un brancard tandis que Ruth, assise dans le couloir, les yeux exorbités par la panique, appelait David encore et encore. Il ne répondit pas. Ses appels à ses frères et sœurs restèrent également sans réponse. La seule personne qui avait l'argent et le pouvoir de l'aider ignorait délibérément les cris de sa propre fille. Et entre les murs blancs et froids de cet hôpital, le temps s'écoulait, lentement, cruellement, contre le rythme cardiaque fragile de Déborah. Le couloir de l'hôpital était plongé dans un silence pesant, seulement interrompu par le bourdonnement des machines et le craquement occasionnel des chaussures des infirmières. Ruth était assise sur le banc en plastique froid, serrant son téléphone dans ses mains tremblantes. Ses yeux étaient rouges à force de pleurer, son peignoir trempé de sueur et de poussière à cause de la course effrénée dans la circulation d'Abuja. Déborah était allongée derrière les portes battantes blanches, la respiration saccadée, le teint pâle. Ruth avait épuisé tous les contacts de son téléphone. Membre de l'Église, ancien camarade de classe, même son cousin de Kaduna, dont elle était séparée. Mais personne ne parvenait à réunir les 75 000 Nairas urgents. Il ne lui restait plus qu'une seule option, la plus amère. Le cœur battant et la dignité déjà mise à mal, Ruth s'essuya le visage et sortit de l'hôpital. Elle héla un taxi, la voix brisée, tandis qu'elle ramenait le chauffeur à la maison Guarimpa qu'elle considérait autrefois comme son foyer.
David était sur le balcon avec Sharon quand elle arriva, riant d'un message sur son téléphone. Il la regarda en fronçant les sourcils, déjà irrité. « Qu'est-ce que tu fais encore là » s'exclama-t-il. « Ne t'avais-je pas dit d'arrêter de venir sans invitation ?» Ruth remarqua à peine le sourire narquois de Sharon ou le verre de vin qu'elle tenait à la main. Elle tomba à genoux, là, sur le porche carrelé, la voix brisée à chaque mot. « S'il te plaît, David. Déborah est mourante. Les médecins refusent de la soigner sans un acompte. Je ferai n'importe quoi. N'importe quoi. Aide-nous, tout simplement. » David la fixa un instant, puis se tourna vers Sharon. « Qu'en penses-tu » Elle dit qu'elle fera tout ce qu'elle peut. Sharon rit doucement en faisant tourner son vin. « Voyons voir. Elle peut nettoyer ma chambre, laver tous les vêtements, récurer le carrelage de la salle de bain avec une brosse à dents. Si elle veut de l'argent, qu'elle travaille comme une bonne. Après tout, c'est ce qu'elle est, non ?» David leva son verre et rit. « Ça me paraît juste. » Ruth acquiesça. Elle baissa la tête, ravala sa fierté et se mit immédiatement au travail. Elle passa les heures suivantes à récurer la salle de bain de Sharon avec de l'eau de javel industrielle qui lui brûlait la peau. Elle lavait à la main des sous-vêtements et des robes de créateur avec l'eau d'un bidon à moitié rempli. Elle nettoyait les armoires poussiéreuses et cirait les chaussures de Sharon, tandis que celle-ci la filmait silencieusement depuis l'embrasure de la porte, en ricanant. « Plus vite, aboya Sharon. Ce n'est pas comme ça qu'on lave la soie. N'enseigne-t-on pas ces choses-là au village ?» Ruth ne dit rien. Chaque insulte lui faisait l'effet d'une aiguille dans la poitrine. Mais elle ne voyait que le visage de Déborah, sa respiration douce, ses petits doigts, et elle continua. Quand elle eut enfin terminé et s'approcha de Sharon, la paume ouverte, le cœur battant, Sharon ricana. « Oh, Largent, j'ai changé d'avis. Je ne pense pas que ton travail soit assez bon. » Elle se retourna et se jeta dans les bras de David. « Elle est vraiment pathétique, » murmura Sharon. David, riant toujours, l'embrassa sur le front et ferma la porte. Ruth s'effondra sur le pas de la porte, ses larmes brûlantes sur le sol de marbre. Elle avait supplié. Elle avait servi. Et pourtant, sa fille gisait en danger, oubliée par l'homme qui l'avait mise au monde. La salle d'hôpital était faiblement éclairée, seul le léger bip du moniteur cardiaque rompant le silence pesant. Ruth était assise au chevet de Déborah, caressant doucement le front fiévreux de sa fille avec un linge humide. Déborah n'avait pas ouvert les yeux depuis plus de 24 heures. Sa respiration était saccadée, ses lèvres sèches et sa silhouette menue semblaient plus fragiles que jamais sous la couverture rigide de l'hôpital. Ruth avait supplié les médecins de poursuivre le traitement même sans l'acompte, et lui avait administré à contre-cœur des perfusions et de l'oxygène pour lui faire gagner du temps. Mais les avertissements étaient clairs. Sans analyse sanguine ni médicaments, l'enfant ne survivrait pas très longtemps. Ruth n'avait pas mangé depuis près de 2 jours. Sa tête lancinait de faim et d'épuisement, mais elle ne quittait pas Déborah. Elle pria de toutes ses forces, murmurant à l'oreille de sa fille. « Ne me quitte pas, mon abeille. S'il te plaît, ne me quitte pas. » Le soir était presque tombé lorsque la porte s'ouvrit en grinçant et que David Clément apparut enfin, vêtu avec élégance d'un costume de créateur qui sentait l'eau de Cologne de luxe. Les yeux de Ruth se levèrent, emplis d'un espoir renouvelé, s'attendant à y voir de l'inquiétude, voire du regret. Au lieu de cela, David regarda la pièce avec un dégoût visible, chassant l'odeur d'antiseptique. Il ne jeta aucun regard aux machines ni à l'enfant étendu, sans vie sur le lit. Il s'approcha de Ruth et déposa une enveloppe marron sur ses genoux. « Signe-les, » dit-il froidement. Ruth cligna des yeux, confuse, et ouvrit le rabat de ses doigts tremblants. L'entête disait « Demande de dissolution du mariage. Son Kerr, S.E. Sarah. »« David. »« Pas maintenant, » murmura-t-elle. « S'il te plaît. » Elle n'est même pas réveillée. « Ça ne peut pas attendre ?» Mais David ricana en croisant les bras. « J'ai assez attendu. Toi et cette chose. » Il fit un geste vers Déborah sans regarder. « Vous êtes tous les deux un fardeau, une maladie. J'en ai assez de faire semblant. » Ruth S.E. leva, les mains tremblantes, serrant les paupières. « Aidez-nous, s'il vous plaît. Signez après. On s'en va. Je te le jure. Aide-la, tout simplement. » Sa voix se brisa, le désespoir transparaissant à chaque syllabe. « David Surratt. J'en ai déjà fait plus qu'assez. Je t'ai épousé, non? C'était ton jackpot. C'est fini. Signez-les et je vous donnerai peut-être le prix du transport en sortant. » Il se retourna et se dirigea vers la porte,
s'arrêtant seulement pour regarder l'enfant inconscient. Elle pue la pauvreté. Tout comme toi. Et puis il est parti, sans un regard en arrière, sans le moindre souci. Ruth tomba à genoux, serrant ses papiers, ses cris étouffés par la couverture en lin tandis que l'écran à côté d'elle continuait de biper lentement, marquant chaque battement de cœur fragile qui restait à son enfant. Le ciel de fin d'après-midi était lourd de nuages gris, projetant une teinte sombre sur la ville d'Abuja. Ruth errait sans but au bord de l'autoroute, son rappeur poussiéreux et ses pas hésitants. Le monde autour d'elle était en mouvement, les voitures filaient à toute allure, les klaxons retentissaient, les gens se pressaient. Mais en elle, le temps avait cessé d'exister. Son visage était strié de larmes sèches, ses lèvres gercées et ses yeux vides. Elle serrait d'une main tremblante la notice nécrologique pliée que l'hôpital avait imprimée pour la mort de Déborah. Aucun enterrement n'avait encore eu lieu, il n'y avait pas d'argent. Le corps de l'enfant reposait toujours à la morgue de l'hôpital, seul, oublié par le seul homme qui aurait dû s'en soucier. Les sandales de Ruth s'étaient cassées quelques heures plus tôt. Elle marchait pieds nus, le goudron brûlant ses pieds. Elle ne remarquait pas les voitures. Peu lui importait où la route menait. Elle n'avait plus rien ni personne au monde. Le grondement d'un SUV Prado noir roulant à toute vitesse sur l'autoroute résonna derrière elle, mais Ruth ne l'entendit pas. Le conducteur, faisant une légère embardée pour éviter un nid de poule, ne s'attendait pas à ce qu'une femme surgisse soudain sur la route, les bras ballants, la tête baissée comme un fantôme. Le crissement des freins déchira l'air, et sous l'impact, la projeta en avant, la projetant sur le terre-plein central avec un bruit sourd. La circulation ralentit instantanément. Les conducteurs tendirent le cou, certains criant, d'autres filmant avec leur téléphone. Le chauffeur du Prado, un homme d'âge mûr vêtu d'un cafetan bleu impeccable, sauta aussitôt, le visage décoloré. « Mon Dieu! À l'aide !» cria-t-il en courant vers elle, vérifiant son pouls et faisant signe à son escorte de sécurité de dégager la place. « Appelez l'hôpital Life. » aboya-t-il dans son Bluetooth. Durant les quelques secondes où il lui tenait le poignet et fixait son visage inconscient, quelque chose en elle le frappa, quelque chose de hanté et de brisé. Cet homme était Richard Edwards, PDG milliardaire d'Edwards Group International et supérieur direct de David Clément. Connu pour son intelligence, sa discipline et son leadership impitoyable, Richard conduisait rarement lui-même. Mais ce jour-là, son chauffeur était parti inopinément, et il décida de faire ses courses seul. Il venait de sortir d'une réunion du conseil d'administration, irrité par les rapports financiers, ignorant que le destin lui réservait une réunion. Tandis que ses gardes hissaient délicatement Ruth dans le véhicule, Richard remarqua que le feuillet nécrologique déchiré lui échappait des mains. Il le ramassa et lut le nom de Déborah Clément. Ses yeux se plissèrent. « Clément » murmura-t-il. Il avait déjà entendu ce nom, souvent, mais il n'avait pas le temps de réfléchir. Il grimpa sur la banquette arrière, observant la femme inconsciente à côté de lui tandis que le SUV filait vers l'hôpital. Quelque part dans sa poitrine, un poids inexplicable commença à se former. Il ne savait pas encore qui elle était. Mais quelque chose lui disait que ce n'était pas un accident ordinaire. La première chose que Ruth vit en ouvrant les yeux était blanche. Draps, rideaux et plafond d'un blanc immaculé. Un parfum de lavande flottait dans l'air, doux et apaisant, si différent des antiseptiques agressifs auxquels elle s'était habituée dans les cliniques publiques. Une brise fraîche filtrait par une fenêtre entr'ouverte, et la lumière du soleil dansait légèrement sur le carrelage. L'espace d'un instant, elle crut rêver. Son corps la faisait souffrir, non pas à cause du froid ou de la faim, mais simplement à cause de l'écho persistant d'une douleur qui s'estompait peu à peu. Des machines battaient sans interruption à côté d'elle. Une infirmière, vêtue d'une tenue impeccable, apparut à ses côtés avec un sourire chaleureux. « Vous êtes en sécurité, madame ?» dit-elle doucement. « Vous êtes à Life. Private Medical. On t'a amené ici après un accident. » Ruth cligna des yeux, désorientée. Puis le souvenir revint, la mort de Déborah, la route, les phares. Son souffle s'arrêta. Ses yeux s'embuèrent. Mais l'infirmière lui serra doucement la main. « Il est là, » murmura-t-elle. « L'homme qui t'a amené. Il t'attendait. » Plus tard dans l'après-midi, Richard Edwards entra dans la pièce, son expression habituellement sévère adoucie par l'inquiétude. Il s'assit sur une chaise près de son lit, non pas avec l'arrogance d'un milliardaire, mais avec la discrète attention de quelqu'un qui se soucie vraiment d'elle. Ruth, d'abord hésitante,
resta silencieuse. Mais Richard n'insista pas. Il posa simplement une question. Puis-je connaître ton histoire? Et, les lèvres tremblantes et la voix encore brisée par le chagrin, Ruth la raconta. Elle parla de David, du mariage forcé, de la trahison, de l'humiliation. Elle lui parla de Sharon, de son lavage de sol tout en suppliant pour la vie de sa fille. Elle lui décrivit l'hôpital qui exigeait des arts alors que Déborah peinait à respirer, et le moment où David lui avait remis les papiers du divorce à côté de leur enfant mourante. Elle ne dramatisa pas. Elle disait simplement la vérité. Et Richard écoutait, chaque mot, chaque pause, chaque larme. Il ne l'interrompait jamais. Quand elle eut fini, elle tourna le visage vers le mur, s'attendant au silence. Mais Richard parla fermement. « Personne ne te traitera plus jamais comme ça. Pas tant que je respire. » À partir de ce moment, la guérison de Ruth devint sacrée pour lui. Il la transféra dans une aile privée, organisa des soins médicaux 24 heures sur 24 et s'assura qu'elle ne manque de rien. Des nutritionnistes préparaient ses repas. Des thérapeutes lui rendaient visite discrètement. Des vêtements propres, des bains chauds, un lit douillet, un confort qu'elle n'avait pas connu depuis des années, devint sa nouvelle réalité. Lorsqu'elle tenta de protester, de dire que c'était trop, il répondit simplement. Tu mérites d'être à nouveau traité comme un être humain, Ruth. Comme la reine que tu as toujours été. Pour la première fois de sa vie, elle ne survivait pas, elle était en train de se régénérer. Non pas par pitié, mais avec honneur. Et tandis qu'elle était allongée dans cette pièce ensoleillée, regardant les fleurs éclore par la fenêtre, Ruth s'autorisait à croire que peut-être, juste peut-être, son histoire ne s'achevait pas dans le chagrin, mais recommençait. La salle de conférence du groupe Edwards, au 11e étage du siège de l'entreprise, était réputée pour deux choses, sa vue imprenable sur les toits d'Abuja et l'atmosphère impitoyable qui y régnait lors des réunions de direction. Ce lundi matin-là, Richard Edwards était assis au bout de la longue table en acajou poli, l'air indéchiffrable tandis qu'une équipe d'auditeurs internes présentait ses conclusions. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'accident de Ruth et sa convalescence paisible. Richard avait entièrement pris en charge ses soins et organisé son séjour dans une villa privée sous surveillance médicale. Elle n'avait pas beaucoup parlé, mais le peu qu'elle avait partagé avait éveillé en lui un sentiment profond, un mélange de pitié, de colère et de détermination. Son évocation d'un homme nommé David Clément, suivi des détails déchirants de la perte d'une fille, avait plongé Richard dans une frénésie silencieuse. PDG d'un conglomérat pratiquant une tolérance zéro pour les fautes personnelles ou professionnelles, Richard avait discrètement lancé une enquête, non seulement par curiosité, mais aussi par désir croissant de découvrir la vérité. Ce qu'il a découvert était pire que prévu. David avait détourné de l'argent du budget marketing, falsifié des factures, falsifié des contrats et effectué des transferts à l'étranger qui ne correspondaient pas au registre de l'entreprise. Et ce n'était pas tout. Sharon Idoko, qui avait été brièvement consultante en relations publiques, figurait également sur la liste de paie de l'entreprise en tant que stratège bien-être, même si personne ne se souvenait de l'avoir vue au bureau. Ses indemnités mensuelles étaient inhabituellement élevées, assorties de multiples notes de frais signées par David seul. L'équipe financière avait ignoré les irrégularités en raison de la réputation d'excellence de David, mais Richard a maintenant compris la vérité. Le même homme qui avait congédié un enfant mourant et délaissé une épouse fidèle avait également volé l'entreprise qu'il avait juré de protéger. Richard replia le dossier et congédia l'équipe d'un bref hochement de tête. Tandis qu'il sortait, il resta en retrait, regardant par la fenêtre, une main posée sur le dossier contenant la défaite de David. Le timing, décida-t-il, devait être parfait. 3 jours plus tard, les invitations étaient envoyées à tous les services pour une soirée de gala exclusive au Grand Hall d'Edwards Towers, célébrant l'excellence et l'innovation des employés. Ce fut un événement somptueux, de ceux qui consolident les réputations et construisent l'avenir. David reçut son invitation avec fierté, pensant qu'il s'agissait d'une reconnaissance pour ses récents exploits. Il annonça la nouvelle avec enthousiasme à Sharon, qui commença aussitôt à préparer sa tenue. Aucun d'eux n'avait la moindre idée que l'invité d'honneur, la femme dont le nom était inscrit en lettres d'or au bas du programme, était Ruth Clément. Richard avait personnellement organisé sa robe, son maquillage et son transport. Elle n'entrerait pas en mendiante ou en veuve. Elle entrerait en femme ayant survécu à l'enfer et enfin reconnue. Richard observait l'équipe se préparer pour l'événement, le cœur résolu. Le décor était planté,
La vérité était prête à éclater, et l'univers soigneusement organisé de David allait basculer sous les lumières, la musique et le poids de sa propre trahison. L'effervescence autour du groupe Édouard s'intensifiait d'heure en heure. Les courriels inondaient les boîtes de réception, les affiches bordaient les couloirs et les rumeurs se répandaient comme une traînée de poudre dans les salles de pause. Le gala annuel de l'entreprise, habituellement une célébration formelle des étapes importantes et des performances, avait pris un air mystérieux. L'invitation était élégante, d'un bleu profond avec un gaufrage doré, et comportait une ligne sous l'heure et le lieu. Préparez-vous à une soirée inoubliable. Il a été signé personnellement par Richard Edwards. Le personnel a émis de nombreuses spéculations. Certains pensaient que le PDG annoncerait une fusion. D'autres prédisaient sa démission ou le dévoilement d'un système de primes surprises. Mais personne ne soupçonnait la vérité. Le gala de cette année avait un objectif caché, la justice. David Clément, toujours confiant et désireux de progresser, fut parmi les premiers à confirmer sa présence. Il arpentait les couloirs en se vantant auprès de ses collègues de son discours à venir, persuadé qu'il recevrait le prix du meilleur stratège. Richard ne peut nier les résultats, a-t-il déclaré à un analyste junior. Nos chiffres ont triplé sous ma direction. Sharon, tout aussi enthousiaste, visita une boutique haut de gamme et s'y rendit pour acheter une robe dorée aux manches extravagantes et aux talons assortis. Tout le monde verra qui dirige cette entreprise en coulisses, murmura-t-elle tandis que le tailleur prenait ses mesures. Ils ignoraient que Richard les observait de loin. Il vit la liste des RSVP, les reçus du designer traités sur le compte de crédit de l'entreprise au nom de David, et même les mots personnels que Sharon avait envoyés à l'organisateur de l'événement pour demander une table réservée au premier rang. L'arrogance était non seulement visible, mais stupéfiante. Pendant ce temps, dans une aile calme et privée de la propriété Edwards, Ruth était assise devant un miroir en pied, son reflet à peine reconnaissable. Sa peau avait retrouvé un peu d'éclat, sa silhouette était plus forte grâce à une alimentation saine et au repos. Un styliste avait ajusté le tissu d'une robe violet royale commandée spécialement pour elle, sur mesure, cousue main, élégante. Richard n'avait pas lésiné sur les moyens, non pas pour le glamour, mais pour la dignité. Elle n'était pas seulement présente au gala, elle était l'invitée d'honneur. Son nom devait être révélé en dernier, juste avant que Richard ne monte sur scène. Personne ne connaissait son visage, la plupart des membres du personnel ne l'avaient jamais vu auparavant, mais Richard souhaitait que sa rencontre soit inoubliable. Ruth serrait son sac à main, le souffle court. Elle n'avait pas soif d'attention, mais ce soir, elle ne resterait pas dans l'ombre. Elle serait vue, non pas comme une victime, mais comme la tempête silencieuse qui avait surmonté la trahison et survécu pour renaître. Le grand hall de la tour Édouard scintillait de rideaux dorés et de lustres en cristal, reflet de l'opulence qui caractérisait l'empire de Richard Edwards. Le gala battait son plein, les verres de vin trinquaient, un orchestre de jazz jouait doucement dans un coin, et des cadres en smokings élégants se mêlaient aux chefs de service et aux étoiles montantes. David Clément était assis au premier rang avec Sharon, vêtu de son plus beau costume en velours noir, souriant sous les flashs des appareils photo et les poignées de main de ses collègues. Sharon, radieuse dans sa robe dorée scintillante, murmura avec assurance. « Je vois déjà notre photo sur la prochaine couverture du magazine de l'entreprise. » David esquissa un sourire haine. Arquoise in tapping at la table. Après ce soir, Richard n'aura d'autre choix que de reconnaître celui qui dirigera l'avenir de cette entreprise. La foule s'est lentement tue, les lumières se sont tamisées et Richard Edwards est monté sur scène, vêtu d'un élégant adbata bleu marine. Le projecteur derrière lui diffusait des images des réalisations de l'entreprise, des statistiques d'innovation et du rayonnement international. Des applaudissements polis ont suivi. Puis le ton de Richard changea. « Ce soir, il ne s'agit pas seulement de célébrer nos réussites, dit-il d'une voix douce mais ferme. C'est aussi une soirée de responsabilité. » La salle se raidit. Richard se tourna vers le public. « Nous sommes fiers de notre intégrité, mais j'ai récemment découvert des failles au sein de cette organisation. Fraude, abus de confiance et actions indignes de quiconque associé à cette marque. » Des murmures s'élevèrent dans la foule. Richard brandit un dossier. David Clément, dit-il lentement, avait détourné des fonds de l'entreprise, manipulé des documents financiers et permis l'embauche frauduleuse d'une personne non qualifiée sous couvert de conseil. Le sourire de David disparut. Sharon resta bouche bée. Un silence stupéfait s'abattit sur la salle.
Un agent de sécurité surgit des coulisses de la scène. « Vous êtes viré » déclara Richard d'une voix résonnante. Avec effet immédiat. Accès révoqué. Des poursuites judiciaires seront engagées. Un cri de surprise traversa le hall comme un éclair. David se leva brusquement, troublé, la voix brisée. « Richard, monsieur, c'est impossible. » Sharon le saisit par le bras, mais son visage devint blanc lorsqu'une photo de ses bulletins de paie apparut sur le projecteur. Des rires fusèrent dans l'assistance, mal à l'aise et gêné. Et pour mademoiselle Sharon Hidoko, poursuivit Richard d'un ton froid, votre arnaque à l'embauche s'arrête là. Ici, c'est le mérite qui prime, pas les faveurs. Sharon trébucha en arrière, ses talons claquant violemment sur le sol en marbre tandis que les gens se tournaient pour la regarder. Le monde de David s'était effondré en quelques secondes. Pas de discours de départ. Pas de poignée de main. La juge Grace siégeait sous 1000 regards et le regard fixe de Ruth, la femme qui l'observait silencieusement depuis le fond de la salle. Vêtue de violet, majestueuse et impassible, elle ne souriait pas. Elle ne pleura pas. Elle regarda simplement la justice se déchaîner comme le souffle du ciel exaucant sa douleur. L'air nocturne d'Abuja était chargé de honte lorsque David entra en titubant dans sa propriété de Guarampa, son blazer à moitié tombé de son épaule, sa cravate tirée autour de son cou comme un nœud coulant. Les paroles de Richard résonnaient encore à ses oreilles. Vermont, poursuites judiciaires. Avec effet immédiat. Ses mains tremblaient lorsqu'il ouvrit le portail, mais pire que la panne de courant, c'étaient les rires, les sourires entendus des voisins debout dehors, les bras croisés, leurs murmures suffisamment forts pour qu'ils les entendent. « Edon est arrivé » murmura l'un d'eux. L'orgueil précède la chute. David avait vécu ici comme un roi, refusant de saluer qui que ce soit, aboyant sur les agents de sécurité comme s'ils étaient inférieurs à lui. Maintenant, ces mêmes hommes le regardaient trébucher, humilié. Son propre gardien hésita avant d'ouvrir la porte. « Oh gars, bienvenue » dit-il maladroitement, hésitant entre pitié et distance. À l'intérieur, la maison était étrangement silencieuse. Les talons dorés de Sharon avaient disparu de l'embrasure de la porte. L'odeur de son parfum flottait encore faiblement dans l'air, comme un rappel moqueur de sa présence. David laissa tomber son téléphone sur la table en verre et ouvrit son ordinateur portable, ses économies, ses placements, ses comptes offshore. La panique l'envahit tandis qu'il fixait l'écran. Tout avait été effacé. Les mots de passe avaient été modifiés. Les alertes bancaires sur son téléphone ont commencé à retentir. Alerte de transaction, $10 000 transférés. Retrait de $25 000 approuvé. Sold final, 462. David eut le souffle coupé. Non, non, et oh! Cria-t-il en jetant l'ordinateur portable à travers la pièce. Il s'écrasa contre le mur et s'écroula, en silence. Il attrapa son téléphone et appela Sharon à plusieurs reprises. Éteint. Encore une fois. Numéro injoignable. Il a ouvert Instagram, et son compte a été supprimé. Son email? Bloqué. Il comprit alors que Sharon avait tout planifié. Elle avait utilisé son nom, dilapidé sa fortune et disparu comme une fumée. Au matin, la nouvelle de sa chute s'était répandue comme une traînée de poudre dans le quartier. Les voisins, qui autrefois saluaient poliment, ricanaient maintenant derrière les rideaux. Une femme, Mama Ifeoma, murmura qu'il avait chassé sa femme pour Jézabel. Regardez-le. David se tenait devant le portail, vêtu de ses vêtements de la veille, son téléphone éteint, son portefeuille vide. Son équipe avait démissionné par SMS. Sa voiture était sur le point d'être saisie. Sa vie, autrefois dominée par le contrôle, le charme et l'arrogance, se détériorait à toute vitesse. Et Sharon? Elle sirotait déjà des cocktails à Dubaï, postant sous un nouveau pseudonyme, le sourire aux lèvres, insensible aux ruines qu'elle avait laissées derrière elle. David s'assit enfin sur le trottoir froid devant sa demeure autrefois si fière, la tête baissée, le cœur battant la chamade, submergé par une solitude qu'il n'avait jamais connue. Pas de travail, pas d'argent, plus d'alliés, et pire encore, plus personne à appeler. En quelques jours seulement, le monde de David Clément s'est effondré au point de devenir méconnaissable. Autrefois conduit dans une Benz noire et escorté comme un roi dans les salles de réunion, il arpentait désormais les rues d'Abuja en pantoufles d'emprunt et en chemise délavée au col effiloché. Le portail de sa propriété était définitivement verrouillé, sa maison saisie par la banque,
ses voitures mises à la fourrière pour être vendues aux enchères et ses comptes gelés dans l'attente d'une action en justice du groupe Edwards. Son nom avait été rayé des annuaires d'entreprise et sa carte d'identité inscrite sur liste noire. Toutes ses tentatives pour obtenir un emploi se sont soldées par un refus. Les appels à ses anciens collègues sont restés sans réponse. Certains ont même bloqué son numéro. « Tu nous as tous embarrassés », a finalement envoyé l'un d'eux par SMS. Reste loin de lui. Même ses proches, autrefois riches, prétendaient désormais être en voyage ou injoignables lorsqu'il frappait à sa porte. David n'était plus l'étoile montante, il était un exemple édifiant, un symbole ambulant de grâce gaspillée. N'ayant plus d'autre choix, il ravala sa honte et décida de retrouver Ruth. Non par amour, ni même par remords au début, mais par désespoir. Il entendit un ancien collègue murmurer que Ruth avait survécu à l'accident et qu'elle résidait désormais dans une propriété privée appartenant à Richard Edwards lui-même. David rit amèrement de l'ironie. La même femme qui l'avait abandonné était désormais confiée à l'homme qu'il avait autrefois qualifié de doux. Avec son dernier crédit, il appela un kiki et leur donna l'adresse qu'il avait reconstituée. Le lotissement se trouvait à Metama, bordé de SUV noirs et de hauts portails sécurisés par des gardes rotatifs. Alors qu'il approchait à pied, la poussière collée à ses pieds et la sueur perlant sur son front, les gardes le regardèrent et levèrent leur talkie-walkie. Il y a un homme à la porte. Il s'appelle David Clément. Il dit être là pour Ruth. Quelques secondes plus tard, un chef de la sécurité en costume noir est apparu. « Tourne-toi », dit l'homme fermement, sans la moindre émotion. « Elle ne veut pas te voir. » David s'avança, la voix brisée. « S'il vous plaît, laissez-moi juste vous expliquer. Laissez-moi dire quelque chose. C'est ma femme, elle l'était, » le corrigea l'homme en portant la main à son oreillette. Et elle demanda à ne pas être dérangée. « Tu dois partir. Maintenant. » Les genoux de David faillirent céder, mais l'expression du garde indiquait clairement qu'il n'y aurait pas de second avertissement. Il se retourna lentement, les yeux brûlants. Derrière les hautes grilles de fer, il crut apercevoir une silhouette l'observant par la fenêtre, mais il n'en était pas certain. Ne laissant derrière lui que le regret et le corps affaibli par la faim, David s'éloigna du seul endroit qu'il avait autrefois possédé, du cœur qu'il n'avait jamais chéri, désormais à jamais hors d'atteinte. Le soleil filtrait doucement à travers la verrière de la toute nouvelle initiative des Filles de la Grâce, une organisation à but non lucratif affiliée à la Fondation Richard Edwards. Le bureau était calme mais animé, ses murs peints dans des tons naturels apaisants et tapissés de photos encadrées de femmes souriantes participant à des ateliers, tenant des certificats ou plantant des jardins. Dans l'un de ces bureaux modestes mais bien meublés, Ruth était assise derrière un bureau, feuilletant avec attention les formulaires d'admission des survivants nouvellement inscrits. Elle n'était plus la femme qui marchait pieds nus sur l'autoroute, le chagrin gravé dans ses os. Même si sa douleur n'avait pas disparu, elle s'était transformée en énergie, en détermination, en but. Ses journées étaient désormais consacrées à conseiller des femmes qui avaient subi des versions de ce qu'elle avait vécu. Négligence, torture émotionnelle, manipulation financière et abandon. Et chaque fois qu'elle entendait une histoire qui lui ressemblait, elle ne se contentait pas de compatir. Elle avait compris. Richard lui avait offert le poste personnellement, non par charité, mais en reconnaissance de sa force et de sa perspicacité. Ruth a débuté comme bénévole, puis est rapidement devenue coordinatrice à temps plein, supervisant des programmes de sensibilisation dans des refuges et animant des cercles de soutien intime. Les survivants se confiaient à elle non pas pour ses qualifications, mais pour sa chaleur et sa franchise. Elle partageait des bribes de son parcours, non par pitié, mais pour montrer que la guérison était possible. « Moi aussi, j'ai été brisée », leur disait-elle souvent, « mais j'ai retrouvé mon souffle. » Au fil des semaines, les épaules de Ruth se redressaient, sa voix devenait plus forte et son rire, autrefois un souvenir, commençait à résonner doucement dans les couloirs. Le personnel la respectait profondément, non seulement pour sa compassion, mais aussi pour sa résilience discrète. Elle ne faisait pas que travailler. Elle construisait un héritage à partir de ruines. Chaque matin, devant le portail de l'ONG, des femmes faisaient la queue, certaines avec des bébés attachés dans le dos, d'autres le cœur meurtri caché sous le maquillage et le silence. Ruth a accueilli chacun d'eux comme une sœur. Elle a organisé des collectes de nourriture, des ateliers de formation professionnelle et des placements dans des refuges, travaillant de longues heures sans se plaindre. Cela lui a donné un but. Cela lui procurait la paix.
Et dans ces moments de calme, comme lorsqu'une jeune mère la serrait fort dans ses bras après avoir reçu une machine à coudre, ou lorsqu'une fille lisait à voix haute pour la première fois, Ruth ressentait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, l'épanouissement. Ce genre de joie qui ne rugit pas, mais qui demeure dans l'âme comme une douce lumière. Elle ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais pour la première fois, il n'était pas teinté de peur. Il lui appartenait entièrement à elle. Et cela fit toute la différence. La lettre arriva pliée dans une enveloppe usée et froissée, sur laquelle le nom de Ruth était griffonné d'une écriture tremblante. Elle n'avait pas d'adresse de retour, mais un parfum de regret s'y accrochait avant même qu'elle ne l'ouvre. La réceptionniste de l'initiative des filles de grâce l'avait reçue d'un livreur qui avait dit simplement « Un homme a demandé de déposer ceci ». Elle avait dit qu'elle saurait de qui il s'agissait. Ruth avait immédiatement reconnu l'écriture, celle de David. Pendant un long moment, elle la fixa, immobile, comme si le papier allait se dissoudre sous son regard. C'était la première fois qu'il lui tendait la main depuis qu'il avait été refoulé à la grille de la propriété, des semaines auparavant. L'enveloppe tremblait légèrement dans ses mains tandis qu'elle la portait dans son petit bureau, refermait doucement la porte derrière elle et s'asseyait à son bureau, seule avec le passé une fois de plus. Elle déplia lentement le papier, son regard scrutant les traits d'encre irréguliers. Les mots de David étaient bruts, frénétiques par endroits, presque incohérents par ailleurs. Il évoquait sa chute, son réveil sur un banc d'église glacé, avec rien d'autre que des pièces en poche et personne à appeler. Il décrivit la trahison de Sharon, comment elle avait vidé sa vie et son compte en banque d'un seul coup. Il parla de rêves qui le hantaient désormais, des rêves où Déborah appelait pour avoir de l'eau, de la nourriture, sa mère, et où il ne pouvait pas répondre. « Je ne dors pas, Ruth, » disait la lettre. « Je la vois toutes les nuits. Ses yeux, son silence. Je t'ai déçu. Je l'ai déçu. J'ai tout perdu, et c'est ce que je mérite. Mais s'il reste ne serait-ce qu'un tout petit peu d'espace dans ton cœur, pardonne-moi. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. » L'encre coulait au bas, comme si elle avait écrit à travers ses larmes. Mais Ruth ne pleurait pas. Son visage restait calme, ses doigts immobiles. Après avoir lu, elle plia la lettre en deux, puis en quatre. Elle quitta son bureau, se dirigea vers le petit jardin derrière les bureaux de l'ONG, sans un mot, gratta une allumette. Le papier prit feu rapidement, s'enroulant sur les bords, noircissant jusqu'à ce que seules des cendres flottent dans le parterre de fleurs. Ruth resta là à le regarder brûler jusqu'à ce que la dernière braise s'éteigne. Aucun mot ne franchit ses lèvres. Aucun soupir ne s'échappa de sa poitrine. Elle se retourna simplement, le visage indéchiffrable, et retourna dans le bâtiment. Elle n'avait pas besoin de vengeance. Elle n'avait pas besoin d'excuses. Certaines blessures ne pouvaient être effacées avec de l'encre et du papier. Certaines trahisons étaient trop profondes pour être rédemptées. Et Ruth avait appris que son silence avait désormais plus de pouvoir que n'importe quelle réponse. Les vagues murmuraient doucement le long du rivage, caressant le sable chaud de la plage d'Elaguchi sous un coucher de soleil, doré en Lego. Le ciel, aux douces teintes d'orange et de lavande, projetait une lueur sereine sur la crique privée que Richard Edwards avait réservée pour la soirée. Pas de photographe, pas de grands gestes, pas de foule, juste deux chaises, une couverture de pique-nique, un panier de ses pâtisseries locales préférées et le rythme régulier de la mer. Ruth se tenait pieds nus au bord de l'eau, sa robe blanche flottant au vent, les bras croisés, le regard perdu dans l'horizon. Elle avait été invitée sous prétexte d'une réunion informelle du conseil d'administration. Mais le regard de Richard lorsqu'il lui avait demandé de venir seul lui avait laissé entendre que ce serait plus qu'une simple conversation d'affaires. Richard s'avança vers elle, silencieux au début, ses mocassins marrons soulevant le sable. Il ne tenait ni boîte, ni bague, juste des cadeaux, de ceux qui lui donnaient l'impression d'être vus sans être dévisagés. « Tu me fais penser à la mer, » dit-il doucement, debout à côté d'elle. Calme, profond, mais puissant. Ruth sourit faiblement, mais ses yeux restèrent fixés sur l'horizon. « Je n'ai pas toujours été comme ça, » murmura-t-elle. « J'avais peur de tout. De perdre, d'être invisible. » Richard hocha la tête. Et maintenant, elle se tourna lentement vers lui. « Maintenant, j'ai peur d'être aimé. » Et il perdit cela aussi. Il resta silencieux un instant, puis fouilla dans sa poche, non pas pour une bague, mais pour un petit papier plié. Dessus, il y avait des mots manuscrits. « J'ai écrit ceci il y a quelques jours. Ce ne sont pas des promesses.
Ce ne sont pas des poèmes. Juste des vérités, dit-il. Tu ne me dois pas de réponse aujourd'hui. Mais je voulais que tu saches qu'il ne s'agit pas de te sauver. Il s'agit de marcher aux côtés de quelqu'un que j'admire profondément. Ils étaient assis ensemble, jambes croisées sur la couverture, tandis que Ruth lisait la lettre. Elle parlait d'admiration, de respect, d'un amour qui ne demandait rien et offrait tout. Elle resta silencieuse un long moment, les vagues constituant la seule musique entre eux. Puis elle expira profondément, libératrice, soutint son regard. « J'ai vécu si longtemps dans l'ombre que j'ai oublié ce qu'était la chaleur. » dit-elle, « Mais toi, tu n'as jamais essayé d'introduire la lumière dans ma vie. Tu as juste tenu la lanterne, en attendant. » Ses yeux s'emplirent de larmes, mais cette fois, les larmes étaient douces. « Guérison. Oui, Richard. Je marcherai avec toi. » Il lui prit la main, sans applaudissements, sans alliance. Juste l'union de leurs doigts sous un soleil couchant, deux survivants choisissant la paix plutôt que la douleur, l'espoir plutôt que l'histoire. Les jardins du domaine Edwards se sont transformés en un écrin d'élégance discrète. Des rangées de chaises crème et or bordaient une allée bordée de pétales d'hibiscus blanc, menant à un simple autel en bois drapé d'un tissu ivoire fluide. La brise du soir emportait le parfum des roses fraîches et le doux murmure d'un quatuor à cordes se mêlait à l'émerveillement silencieux des invités. Ce n'était pas un événement médiatisé. Pas de communiqué de presse, pas de diffusion en direct d'influenceurs, pas de hashtag sur les réseaux sociaux. Ce mariage n'avait rien d'un spectacle. Il s'agissait d'une femme brisée, enterrée, puis ressuscitée par la grâce, et d'un homme qui avait perçu sa valeur quand le monde voyait sa faiblesse. Ruth se tenait derrière un rideau blanc, sa robe simple mais majestueuse, ses cheveux ornés d'un délicat peigne en or, son cœur battant lentement, régulièrement. Elle n'avait pas demandé de voile. « Je me suis cachée assez longtemps, » avait-elle dit. « Laissez-moi avancer, découverte, sans crainte. » Lorsqu'elle entra dans le jardin, tous les invités se levèrent. La petite foule était composée de membres de l'initiative des Filles de la Grâce, d'amis proches de Richard et de quelques femmes que Ruth avait aidées par l'intermédiaire de l'organisation, des femmes qui arboraient désormais un sourire là où se trouvaient autrefois des bleus. Richard attendait devant l'autel, son higbata impeccable, les yeux embués de fierté. Lorsqu'elle le rejoignit, il ne répondit pas tout de suite. Il lui prit simplement les mains, embrassa ses doigts et sourit, empli de paix. L'officiant commença, mais les vœux furent prononcés à voix basse, comme des secrets échangés entre deux âmes ayant traversé les pires tempêtes. Pas de déclarations bruyantes, pas de gestes exagérés, juste deux personnes se choisissant l'une l'autre, pleinement conscientes d'où elles venaient et où elles allaient ensemble. De l'autre côté de la ville, David Clément se tenait devant une buvette au bord de la route, regardant la télévision par la fenêtre. Le journal télévisé du soir montrait une image fixe tirée du bulletin de la Fondation Edwards. Richard et Ruth, main dans la main devant l'autel nuptial. Personne d'autre dans la buvette ne la reconnaissait, mais David, si. Il serrait la bouteille d'eau bon marché dans sa main, les doigts crispés. Ses vêtements étaient froissés, ses cheveux en bataille. Il avait entendu des rumeurs, bien sûr, au sujet d'une femme puissante travaillant dans les coulisses de la Fondation. Mais il n'avait jamais imaginé que ce soit elle. Pas comme ça. Une femme autrefois rejetée comme inutile, maintenant mariée à l'homme même qu'il avait jadis envié. Il s'éloigna de l'écran, inaperçu et sans invitation, englouti par le bruit de la rue. Dans le jardin, Ruth et Richard partagèrent leur première danse sous des guirlandes lumineuses et un ciel doux. Plus aucun fantôme ne la hantait. Kayla Grace. Que de la joie. Et la paix, enfin, pleinement, était à elle. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.